voilà, je ne suis pas l'assassin, vous trompez de cible, je ne suis pas le tueur, je suis le gendre qui veut participer à la vérité judiciaire. « 28 mai 1995, à Saint-Andéol-le-Château, près de Lyon. C'est un dimanche ordinaire pour la famille Bébien, qui se réunit à l'occasion de la fête des mères. Autour de la piscine, il y a Odette, la maman, Vincent, son mari, Samantha, leur fille aînée, accompagnée d'Éric Brouillas, son mari. Aline, la cadette, barbote dans la piscine avec ses neveux. C'est Vincent, le fils de la famille, qui immortalise ce moment d'insouciance et de bonheur familial. Quand on reverra ça dans quelques années. À cet instant, personne n'imagine que les Bébiens sont sur le point d'être au cœur d'un drame abominable. C'est vraiment une scène apocalyptique, scène à laquelle les gendarmes ne sont pas habitués. Vous imaginez quand même le truc impressionnant des 4 cercueils. Le visage est brûlé et le crâne a explosé sous l'effet des 3 balles à tir. Et à ce moment-là, la terre s'est écroulée sous moi. C'est quand même la survivante de la famille. Donc ça amène des questions. Il y a une très grosse bouffée de haine qui monte en moi. Il me dit, voilà, je vais vous amener là où j'ai jeté l'arme du crime. Mardi 30 mai 1995, il est 19h. La maison de la famille Bébien est en proie aux flammes. Les voisins viennent tout juste d'appeler les pompiers. Comme un pouf, comme une sorte de petite explosion, et ça s'est mis à flamber. Et c'était vraiment dévasté, quoi. Immédiatement, Samantha, la fille aînée de la famille, est alertée. La jeune femme a accepté de nous parler, mais à visage caché. L'aînée de la famille ne cesse d'être hantée par ce jour funeste. C'était un mardi soir. Et le téléphone sonne. Et c'était la voisine de mes parents qui m'annonçait que la maison de mes parents était en feu. La jeune femme habite à quelques kilomètres de là. Lorsqu'elle arrive, les pompiers sont encore à l'œuvre. L'incendie est gigantesque. À tel point qu'un journaliste local est rapidement prévenu. Il se rend sur place. François Pelloual n'avait jamais vu un tel désastre. Le toit est effondré, la maison est complètement éventrée, il y a beaucoup de camions de pompiers. Les gendarmes sont sur place, le voisinage est rassemblé un peu au bout de la rue, il y a un périmètre de sécurité qui est mis en place. Éric, le mari de Samantha, rejoint sa femme devant le pavillon. Tous deux assistent impuissants à cette tragédie, angoissés à l'idée que la famille de Samantha puisse être piégée à l'intérieur. Et j'ai vu ce gendarme arriver, comme dans un film au ralenti. Et avant qu'il dise quoi que ce soit, je savais. Samantha Bébien sait que ses parents ont péri dans l'incendie. Mais qu'en est-il de son frère et de sa sœur, Vincent, 21 ans, et Aline, 16 ans? Sont-ils eux aussi dans la maison en flammes? Je priais pour que ma petite sœur soit vivante. Parce que ma petite sœur, c'était, j'arrive pas à dire c'était. Excusez-moi. Je voulais qu'au moins elle soit vivante. Mais le gendarme va annoncer à Samantha la terrible nouvelle. Il s'est assis en face de moi et il m'a dit, on a trouvé 4 corps. Et à ce moment-là, la terre s'est écroulée sous moi. Ça a été...
La pire journée de ma vie. 4 morts, une famille presque entièrement décimée. Odette la mère, Vincent le père, Vincent le fils et Aline la cadette. Dès lors, une question taraude Samantha, la seule survivante de la famille. Comment un tel incendie a-t-il pu se déclencher en pleine journée sans raison apparente? La réponse ne va pas tarder à tomber, tel un coup près. Je pensais que c'était le gaz qui avait explosé. Je pensais réellement que c'était ça. Jusqu'à ce que j'entende à la télé que mes parents avaient été tués par balle. Et là, deuxième claque. La famille Bébien n'a pas été victime d'un incendie accidentel, mais a été froidement exécutée. C'est le commandant Jodard qui est en charge des premières constatations. Et il n'est pas prêt d'oublier la scène de crime. D'autant que le premier corps qu'il aperçoit est celui d'Aline, 16 ans. Elle gît dans l'entrée de la maison, son sac d'école encore sur le dos. Nous avons découvert, en soulevant ce corps, un orifice frontal et surtout un étui de 22 longs rifles qui se trouvait sous le corps de la jeune fille. Nous sommes allés ensuite dans la chambre d'amis et nous avons débuté les consultations sur le père, monsieur Vincent Bébien, qui lui a été atteint au moins de 5 balles. Et une fois terminé ce corps-là, nous sommes allés dans la chambre de Vincent Bébien fils, qui se trouve en face de celle de la chambre d'amis, lequel lui avait reçu également plusieurs balles, notamment dans la tête. Le corps qui aura le moins souffert de l'explosion et de l'incendie sera celui d'Odette, puisqu'elle était couchée, elle a été protégée en quelque sorte des flammes. Seul le visage est brûlé et le crâne a explosé sous l'effet des 3 balles tirées dans la tête. Les enquêteurs remarquent aussi une étrange odeur d'essence qui flotte dans la maison. D'ailleurs, ils vont rapidement trouver 2 indices essentiels. Nous avions, nous, découvert au cours de nos consultations 2 bidons d'essence, enfin des restes calcinés de bidons d'essence. Pour l'expert incendie appelé sur place, cela ne fait pas de doute. Ces bidons confortent la théorie de l'incendie criminel. À partir du moment où je retrouve de très nombreux foyers d'incendie, plus le fait qu'on retrouve le fond d'un bidon confirme qu'il y a un liquide inflammable qui a été vidé. 4 membres d'une même famille abattus par balle. Des bidons d'essence qui laissent penser qu'on a voulu faire disparaître les corps, mais peut-être aussi les traces et les indices. À ce stade, l'équipe d'enquêteurs est perplexe, car la famille Bébien est une famille sans histoire. C'est en tout cas ce que laisse penser une vidéo retrouvée dans les décombres. Sur ces images, on voit Samantha, la seule survivante, à table avec sa mère et son mari, Éric. On y voit aussi son père, Vincent, sa petite sœur, Aline. Une famille soudée qui semble nager en plein bonheur. Il faisait un temps magnifique ce jour-là. Ma maman avait mis une petite piscine gonflable pour mon petit dernier de l'époque, puisqu'il était tout petit. Les 2 grands se baignaient dans la piscine avec leur marraine. C'était ma petite sœur, puisque mon frère et ma sœur étaient parrain-marraine de mes 3 enfants. C'était une journée magnifique. On a fait un barbecue, on a rigolé, on a joué aux cartes. C'était une super journée comme on passait régulièrement. C'est la dernière journée que j'ai passée avec eux.
Français pas du tout riches, pas du tout bourgeois, pas du tout dans une toute-puissance quelconque financière. Ce sont des gens qui ont acquis leurs biens à la sueur de leur front. Voilà, une famille lambda. Famille normale. Des gens bien, qui ont une vie de famille normale, qui aiment leurs enfants, qui sont aimés par leurs enfants. Tu te rends compte quand on reverra ça dans quelques années? Oula! Il n'y avait rien dans l'environnement familial qui laissait entrevoir quelque chose qui aurait pu justifier qu'il se fasse assassiner. Rien, de rien, de rien. Rien. Et pourtant, 48 heures après cette journée ensoleillée, la famille Bébien allait être mystérieusement décimée. Alors, pour tenter d'éclaircir cette affaire hors norme, la section de recherche de Lyon est saisie. Pas moins de 30 gendarmes sont chargés de résoudre ce mystère. Et d'emblée, une piste aussi bizarre qu'extraordinaire va rapidement s'imposer, celle d'un suicide collectif. Quelques mois plus tôt, la secte de l'ordre du Temple solaire avait fait la une des journaux avec un collectif de 48 de ses adeptes. Et cela dans des conditions étrangement similaires à la mort des Bébiens. 7 mois plus tôt, à la frontière suisse, dans le Vercors, une quantité incroyable d'adeptes de cette secte ont été retrouvés morts avec une balle dans la tête ou plusieurs projectiles dans la tête et entièrement carbonisés. Alors, se pourrait-il que les Bébiens soient membres de cette secte sans que personne ne le sache? Les enquêteurs décident de contacter la police suisse afin d'obtenir la liste des adeptes de l'OTS, l'ordre du Temple solaire. En attendant, le commandant Jodard et ses hommes fouillent la maison à la recherche de l'arme. Car s'il s'agit bien d'un suicide, l'arme à feu qui a servi se trouve forcément dans les décombres. Nous avons, pièce par pièce, réalisé ces constatations à l'aide de tamis notamment, pour que rien ne nous échappe. Les gendarmes récoltent plusieurs douilles de calibre 22 long rifle, mais rien de plus. Il n'y a pas d'arme correspondant aux fameuses douilles que l'on a retrouvées. Dès lors, la thèse du suicide collectif et de la secte ne tient pas. D'ailleurs, les services suisses confirment finalement que la famille Bébien n'était pas répertoriée comme membre de l'OTS. Il n'y avait aucune coordonnée qui ressortait, aucun numéro de téléphone, rien du tout. Donc la piste de l'OTS a été abandonnée. La famille Bébien a donc été assassinée. Mais par qui? Il y a un élément insolite qui va intriguer les enquêteurs. C'est l'attitude de Duc, le chien de garde de la maison. Mes parents avaient un berger allemand. Quand ils ne vous connaissaient pas, ils ne vous laissaient pas rentrer sur le terrain. Et c'était un monstre. Le chien était tenu en laisse, donc attaché sous le perron du pavillon. Elle faisait 8,90 m, je crois. Donc ça lui permettait effectivement d'empêcher quiconque de rentrer, y compris par la fenêtre de la cuisine et notamment par la porte d'entrée. Or, le jour du drame, aucun voisin n'a entendu le chien aboyer. Et cela tout au long de la journée. Une question émerge alors. Le chien de la famille aurait-il été drogué? Les gendarmes vont faire cette vérification. Un vétérinaire va faire une prise de sang au chien pour voir s'il y a des traces d'une quelconque drogue, tests qui s'avéreront négatifs. Alors, si le chien n'a pas donné l'alerte, c'est que forcément, il connaissait l'auteur des meurtres. Le suspect est donc à chercher parmi les proches de la famille Bébien. Quand Samantha apprend la nouvelle, c'est un nouveau choc. J'essaye de savoir, j'essaye de comprendre, mais j'ai pas d'idée fixe sur la personne qui aurait pu faire ça. Je peux pas. Et j'avais dit, si les gendarmes le trouvent pas, que moi je le trouve, moi je m'occuperai de lui. Parce que en une journée, on m'a pris les 3/4 de ma vie. Qui peut bien être ce familier qui a croisé la route des Bébiens ce 30 mai 1995? Et qui pouvait leur en vouloir au point de les exécuter froidement?
C'est l'autopsie qui va apporter un début de réponse. L'absence de bol alimentaire à la fois d'Odette, de Vincent père et de Vincent fils indique qu'ils ont été tués avant l'heure du repas de midi. En recoupant cette information avec les emplois du temps de chacun, le commandant Jodard et les enquêteurs vont réussir à reconstituer le scénario macabre de la tuerie. Et voici, selon eux, comment le drame se serait déroulé. Nous apprenons qu'Odette Bébien est une infirmière à l'hôpital de Givors, qu'elle travaille de nuit, donc qu'elle termine aux alentours de 7 heures. Après sa nuit de garde, Odette quitte l'hôpital en voiture avec Danielle, une collègue infirmière. Et ce jour-là, Odette va croiser la route de son gendre, Éric. C'est là que Daniel dit à Odette Bébien, tiens, il y a quelqu'un qui klaxonne, qui vous fait des signes. Effectivement, c'était son gendre qui lui faisait signe qu'il avait l'intention de venir boire le café chez elle. À 7h30, Odette, son époux et son gendre, Éric, prennent donc un café jusqu'à 7h45. Vincent, le mari d'Odette, part alors au travail. Et Éric Brouillas, lui, va à son atelier. Vers 8h15, Odette se couche, comme à son habitude. La mère de famille a donc été abattue après 8h15 et avant l'heure du déjeuner. Le tueur aurait ensuite attendu les autres membres de la famille pour les tuer par surprise. À 11h15, c'est Vincent, le fils, qui rentre le premier. Il est vu par la voisine Sylviane pénétrer dans l'habitation. Dès qu'il ouvre la porte et qu'il la referme. 3 balles l'atteignent, 2 dans le crâne et 1 dont l'autopsie dira que c'est vraisemblablement le coup de grâce. Pour le père, même chose. Lui est rentré aux environs de 12h20, 12h30 à son domicile. Dès qu'il rentre chez lui, il est abattu par 5 balles, dont 3 le percutent au niveau du crâne, par un meurtrier qui l'attendait, vu la position et la balistique, qui l'attendait dans la cuisine. Quant à Aline, elle a été vue descendant du car à 17h. Elle ouvre la porte de la maison. Dès qu'elle le referme, une balle l'atteint au pariétal gauche. C'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps de juste la fermer, elle est tombée. Les 4 membres de la famille Bébien ont donc été abattus à tour de rôle entre 8h15 et 17h30. Et à 18h45, les voisins entendent une explosion provenant de la maison des Bébiens. Pour les gendarmes, la tuerie était donc soigneusement exécutée et même préméditée. En effet, si le meurtrier a décidé de déplacer les corps, c'est qu'il avait de la suite dans les idées. Le fait que l'on retrouve le cadavre du fils dans la chambre prouve la dissimulation du cadavre. Le père, Vincent, a été tiré par les pieds vers la chambre d'Amy, puisque nous constatons que sa chemise et sa veste sont remontées jusqu'aux aisselles. Le hall d'entrée est ainsi débarrassé de tout cadavre. Et l'auteur des faits a pensé à tout, jusque dans les moindres détails, pour ne pas attirer l'attention de sa prochaine cible. Tout a été nettoyé. Preuve en est, c'est que nous avons découvert des morceaux d'agglomérat, facilement de sopalin, dans lesquels nous avons retrouvé non seulement des hydrocarbures, mais aussi des traces de sang, donc dissimulées bien évidemment. Le stratagème fait froid dans le dos. On s'imagine que c'est un ou des tueurs qui font preuve d'un sang-froid quand même certain, parce que ça veut dire de cohabiter avec les cadavres des premiers en attendant que les vivants viennent pour les abattre à leur tour. Le tueur est doté d'une extraordinaire détermination. Il n'a pas flanché pendant toute une journée. Il connaissait visiblement très bien les emplois du temps de chacun. Les gendarmes se concentrent alors sur l'entourage des 2 enfants de la famille Bébien, Vincent et Aline. Car les enfants sont fans de foot.
ils soutiennent l'Olympique lyonnais et font partie d'un groupe de supporters connus pour ses actes de violence, les Bad Guns. Les Bad Guns, c'est, si vous voulez, la frange des supporters les plus grands de l'Olympique lyonnais depuis des années. C'est un groupe de supporters historiques. Il y a quand même un contexte de violence dans ce groupe-là. Pourquoi pas un règlement de compte au sein du groupe ou le groupe des Bad Guns contre un autre groupe de supporters d'un autre club. Les verts, entendu, les verts, entendu. S'agit-il d'une vengeance entre groupes d'ultras? La piste est crédible. D'autant qu'une des voisines des Bébiens va apporter un témoignage qui va orienter les gendarmes vers un suspect sérieux. Elle affirme avoir vu un homme rôder devant la maison le jour du drame. Et cet homme, elle l'a reconnu. C'est Christophe, un Bad Guns, un ami de Vincent, le fils des Bébiens. Christophe est vu par plusieurs témoins, déambulant devant le pavillon, entre les deux voitures, écoutant de la musique pendant 1 heure, 1 heure et demie. Il est familier, puisqu'il nourrit le chien pendant l'absence des Bébiens. Le chien lui fait des fêtes, il n'y a aucun souci, il peut rentrer dans l'habitation. Là, on a l'impression d'avoir quelque chose, en tout cas un témoin numéro 1, voire un suspect. Que faisait Christophe devant la maison le jour du drame? A-t-il joué un rôle dans le quadruple assassinat? Le jeune homme est immédiatement entendu par les enquêteurs. Il avait rendez-vous avec Vincent fils, qui avait terminé son travail. Après déjeuner, ils devaient tous les deux se rendre à Mornan, voir des camarades. Et donc, ils se présentent au rendez-vous. Donc après 12h30, 13h. Il tape à la porte, il tape aux fenêtres, personne ne répond. Il est étonné puisqu'il voit la Golf de Vincent qui est stationnée devant la résidence. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il repart. Il revient, il retape aux portes vitrées, toujours pas de réponse. Étrange. Pourquoi le jeune homme n'a-t-il rien tenté pour savoir ce qu'il se passait à l'intérieur de la maison? Il ne se serait pas permis d'entrer dans l'habitation. C'était un gros nounours. Il était timide. Christophe est catégorique. Il n'a rien vu, ni rien entendu du massacre qui s'est joué à l'intérieur de la maison. Il va attendre près de 3 heures, devant. Il explique qu'il part vers 15h45, rejoindre ses amis sans Vincent Bébien. Il n'est donc pas là à 17h30, l'heure à laquelle Aline a été tuée. Pour les gendarmes, c'est un retour à la case départ. Il faut réussir à identifier un autre suspect parmi les proches de la famille. Et pour cela, le directeur d'enquête, le capitaine Sancy, va avoir une idée. Une idée qu'il va mettre en œuvre le jour des obsèques de la famille Bébien. J'ai fait couvrir l'enterrement par des caméras qui ont filmé les personnes qui se trouvaient, les voitures. J'avais des personnels en civil parmi l'assistance, parmi la foule, tout ça pour observer effectivement quelque chose sur un trait de visage, quelque chose qui pouvait trahir éventuellement l'auteur des faits. Le jour des obsèques, c'est tout le village de Saint-Andéol-le-Château qui est en deuil. Car tout le monde connaissait la famille Bébien. Devant les marches de l'église du village, l'émotion est palpable. Il faut s'imaginer quand même le truc impressionnant des 4 cercueils quand même. C'est des obsèques, un cercueil, éventuellement 2, 4, ça devient une cérémonie un peu spéciale et cette image-là, elle est quand même elle est particulière. C'était le dernier moment que j'avais avec eux. Moi, je me dis rien. Je me dis juste pourquoi. Pourquoi on m'a pris ma famille? Pourquoi je me retrouve toute seule? Pourquoi je vis ce jour? Pourquoi je vis ces événements? Comment je vais faire sans eux? Voilà. Évidemment, ce jour-là, Samantha est effondrée.
Mais il y a un petit détail qui va alimenter les rumeurs et va la placer au centre de tous les regards, au centre de toutes les suspicions. J'avais une jupe qui m'arrivait aux genoux et on m'a reproché ma tenue. Il fallait pas que je m'habille comme ça. Et certains n'hésiteront pas à dire que c'est un peu l'héritière joyeuse et qu'elle n'est peut-être pas si éloignée de ça, de ce qui s'est passé. Il faut savoir que Samantha, c'est quand même la survivante de la famille. Donc ça amène des questions, forcément, aux enquêteurs. Et lors des funérailles, Samantha n'est pas la seule à attirer l'attention des enquêteurs. Il y a aussi son mari. Ils sont également très surpris par le comportement de son mari, Éric Bruyas, qui lui semble totalement froid, totalement en distance. Ça fait 10 ans qu'il les connaît. Il n'a pas une arme, il est très hautain, donc pour nous c'est intéressant. Éric Bruyas nous dira « Je ne suis pas un homme, effectivement, qui verse dans l'émotion et je me fais fureur d'extérioriser mes sentiments. » Et si le couple Samantha et Éric Bruyas avait quelque chose à voir avec le quadruple meurtre? Ils ont les caractéristiques des suspects que les gendarmes recherchent, c'est-à-dire accès au lieu sans se faire mordre par le chien, parfaite connaissance de l'emploi du temps, de l'intégralité des victimes. Dès lors, Samantha et Éric vont faire l'objet d'une enquête approfondie. Et c'est en fouillant dans leur vie de couple que les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Ils se sont connus quand ils avaient 15 et 17 ans respectivement, donc 10 ans plus tôt. C'est des copains de collège. Le couple va avoir un premier enfant en 87. Ensuite, ils vont s'installer vivre chez les parents Bébiens. Et Éric Bruyas avait un lien très fort avec sa belle-famille, que ce soit sa belle-mère, son beau-père, et ils se voyaient régulièrement. Il n'y avait pas un jour où on ne s'appelait pas, il n'y avait pas une semaine où on ne se voyait pas. Il avait été accepté comme un fils. Il avait quasiment pas de relation avec ses parents, lui. Donc c'est pour ça que mes parents l'avaient un peu pris sous leur aile. À 27 ans, Éric Bruyas semble être le gendre idéal. Doté d'une grande ambition, il possède déjà sa propre entreprise de fabrication de portails métalliques. Mais derrière ce portrait idyllique, les enquêteurs ne tardent pas à découvrir que les relations entre Éric et sa belle famille étaient loin d'être au beau fixe. 2 témoins dans le dossier disent qu'Odette avait fait quelques réflexions sur son travail en disant qu'il n'était pas très courageux sur un plan professionnel. Et puis elle avait confié qu'elle souhaitait qu'Aline trouve un meilleur parti que sa sœur. Les critiques formulées notamment par Odette Bébien à l'endroit de son gendre n'ont pu que blesser. N'ont pu que blesser Éric Bruyas. Un homme qui veut démontrer aux autres qu'il est en capacité de réussir entend en écho des critiques acerbes, immondes contre lui. On avait notre entreprise et il voulait que ça fonctionne puisqu'il voulait qu'on achète une maison. On avait d'ailleurs visité plusieurs maisons. Mais oui, il avait des espoirs, des rêves, peut-être démesurés, certainement même démesurés. C'est un peu le Rastignac de Givors, Éric Bruyas, qui veut démontrer aussi bien à son épouse qu'à ses enfants, mais a fortiori à ses beaux-parents, qu'il peut aller au-delà de ce qu'eux ont matériellement. En grattant le vernis du gendre parfait, les gendarmes s'aperçoivent qu'en réalité, Éric Bruyas avait de graves problèmes d'argent. Il n'avait peut-être pas les moyens de ses ambitions. Il avait monté plusieurs sociétés qui toutes ont fait faillite, il y a eu des dépôts de bilan, etc., etc. Et pour les aider, les parents de monsieur et madame Bébien avaient contracté un emprunt de 30 000 francs. Bon, à l'époque, c'était quand même pas mal.
30 000 francs, soit l'équivalent de 4 500 €, que Samantha et Eric remboursaient petit à petit. Mais auraient-ils voulu éliminer leur famille pour tout simplement résoudre leurs problèmes d'argent? Convoqué à la gendarmerie de Givors, le couple est alors entendu. Éric Bruyas, sûr de lui, s'explique sur sa journée du 30 mai 1995. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a réponse à tout. Les emplois du temps très serrés, que l'on a vérifiés et qui se sont avérés. Il n'y a pas de souci. Il se lève effectivement de bonne heure. Il travaille un petit peu. Effectivement, il rencontre sa belle-mère qui sortait de son travail. Il va prendre le café chez elle, enfin, il s'invite chez elle. Ensuite, comme elle se couche, il repart à son travail. Le midi, il déjeune avec sa femme et ses enfants. Oui, il devait être midi et demi, 1h, quelque chose comme ça. On a mangé et comme d'habitude, on a parlé de tout et de rien. À 13h30, Éric Bruyas se rend à plusieurs rendez-vous professionnels. À 18h30, il passe prendre une bière dans son bar habituel, le Stop Bar, qu'il quittera à 19h. Quand l'explosion retentit, Éric Bruyas a un alibi, il était au Stop Bar. Les enquêteurs sont bien obligés de se rendre à l'évidence. Éric Bruyas ne peut pas être l'auteur de l'incendie. Et après vérification, cela ne peut pas être non plus Samantha. Ben, j'avais un alibi en or parce que j'ai emmené mes enfants à l'école. Je les ai ramenés à 11h30, je les ai ramenés à 1h30, je les ai récupérés à 4h30. Le couple semble être au-dessus de tout soupçon. Seulement un témoignage providentiel ne va pas tarder à faire rebondir l'enquête et donner une toute autre image du gendre et de la fille Bébien. Car au lendemain du terrible drame, Éric Bruyas a eu un comportement pour le moins curieux. Il trouve rien de mieux que de téléphoner au notaire et de téléphoner à l'assurance pour savoir à combien valait le ténement immobilier, s'il y avait obligation de reconstruire, etc., etc. Cet appel, l'assureur n'est pas prêt de l'oublier. Le téléphone sonne, Monsieur Bruyas. Il me dit, il y a eu un accident chez mon beau-père. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, oui, il y a un incendie. Je lui dis, mais c'est le gaz, c'est quoi? Il dit, oui, je crois. Et il me dit, tout de suite, vous payez quand? Ah, je dis, celui-là, il manque pas d'air. C'était vraiment choquant, j'ai jamais vu ça. Et 10 jours après le meurtre, l'assureur voit arriver le couple Bruyas à son bureau, avec un incroyable dossier sous le bras. La fille Bébien, donc Madame Bruyas, me dit, on a passé avec mon mari la nuit, on a fait l'inventaire des biens de ma mère et tous les biens de la maison. Alors il me montre une liste dactylographie absolument nickel. Et il y avait tout dedans, même les sous-vêtements de la belle-mère avec le prix. Alors elle me dit avec un petit sourire, elle m'a dit on a passé du temps parce qu'on a été obligé de faire ça un petit peu avec l'ordinateur pour retrouver les prix, etc. Enfin quelque chose d'un peu hallucinant, si vous voulez, de voir que quelqu'un, 10 jours après, moi ça m'a vraiment choqué, est capable de vous fournir la liste, mais il manquait rien, hein, pas un bouton de culotte. Pourquoi un tel empressement à vouloir faire jouer l'assurance? Pour Samantha, l'unique héritière et son mari, l'argent serait-il le mobile du crime? Éric Bruyas et son épouse Samantha font à nouveau figure de suspect. Car si Éric Bruyas était bien au bar au moment de l'incendie, les gendarmes s'aperçoivent en revanche que son emploi du temps est fragile au moment des meurtres. À 8h15, 11h15, midi 20 et 17h30, justement. Pendant le créneau de temps où les meurtres ont été commis, il se contente de dire qu'il était à son atelier de Ternay. Il n'y a personne qui peut en attester. Ni coup de téléphone, ni voisin, ni employé, rien du tout. Et là, on a commencé effectivement à penser sérieusement à Éric Bruyas. Un gendre qui connaissait le chien et les emplois du temps de chacun.
Un homme ambitieux mais criblé de dettes. Et un héritage à toucher en cas de décès. Pour les gendarmes, Éric Bruyas et sa femme deviennent définitivement numéro 1 sur la liste des suspects du quadruple meurtre. Le problème, c'est que pour l'heure, ils n'ont aucune preuve. Alors, le capitaine Sancy décide de les interpeller et de les mettre en garde à vue pour les faire craquer. Le 14 juin 1995, à la gendarmerie de Givors, les interrogatoires commencent. Chacun est entendu par une équipe d'enquêteurs, mais dans des pièces bien évidemment, complètement séparées, hermétiques, avec devant la porte des gendarmes qui empêchaient l'accès à quiconque. Précaution. On pouvait imaginer que lui, Éric Bruyas, était le bras armé de sa femme. C'est une sorte de pari qui est fait à ce moment-là par les enquêteurs. Ils savent qu'ils ont devant eux 48 heures pour obtenir des aveux, ou en tout cas obtenir des récits de la part de l'un et de l'autre qui vont leur permettre cette fois-ci d'acquérir la certitude qu'ils ont en face d'eux le ou les meurtriers. Éric Bruyas est sommé de s'expliquer, mais il ne lâche rien. Il clame son innocence, il ne comprend pas ce qu'il fait là, et il s'insurge même d'être l'objet d'une telle suspicion. Je le défends parce que voilà, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants, c'est l'homme que j'aime, donc je le défends. À la gendarmerie de Givors, les heures passent. Les deux époux maintiennent qu'ils n'ont rien à voir dans la tuerie familiale. Les gendarmes décident alors de tenter un coup de bluff. Ils vont montrer à Éric Bruyas la photo d'un des bidons d'essence retrouvés sur la scène de crime. Là, tac. Il a quelque chose qui change sur son visage. Pour la première fois, je vois pas une émotion. C'est pas une émotion, je vois, c'est une surprise très... Il est surpris qu'il y ait encore des bidons qui n'ont pas brûlé. Puis là, on se dit, tiens, on va le mettre un petit peu en repos pour lui permettre de réfléchir. On fait l'électrochoc et après, toc, on ne le laisse même pas s'expliquer. On le range dans une cage, on attend quelques heures, on le laisse réfléchir, mariner, et hop, on le reprend, on dit, bon alors, maintenant, qu'est-ce que vous allez nous dire ? Il nous explique qu'il va nous dire toute la vérité, que c'est bien sûr pas lui l'assassin, mais qu'il s'est passé quelque chose. Ce que va leur raconter Éric Bruyas est à peine croyable. Le soir du 30 mai, donc vers 17h30, 18h, dit-il, il vient au pavillon, la porte est ouverte, et bien évidemment, Aline se trouve là. Il déclare qu'Aline avait uriné, était dure et bleue. Il constate la présence des 3 corps dans les 3 chambres différentes, les décrit parfaitement. Et il nous dit qu'il veut éviter à Samantha un choc psychologique du décès des 4 membres de sa famille. Donc il décide de mettre le feu. Éric Bruyas aurait mis le feu à la villa. Mais les gendarmes sont perplexes. Comment a-t-il pu mettre le feu à 18h45 alors qu'il a été vu au bar au même moment? Éric Bruyas a une explication. Il dit avoir mis au point un stratagème pour retarder l'incendie. Une révélation qui va le trahir. Il va récupérer des bidons d'essence. Il va verser l'essence dans la maison. Il va là trouver une bougie, la couper en 2 et mettre le feu à la mèche. Grâce à ce système de mise à feu à retardement, Éric Bruyas s'est créé un alibi en béton. Car au moment où l'incendie s'est déclenché, il était en train de boire un verre dans son bar habituel. Seulement, suite à ces révélations, les gendarmes comprennent que le gendre était bien au domicile des Bébiens le jour du crime. Dans le bureau voisin, Samantha ignore encore tout de ce que son mari
vient de révéler aux gendarmes. Il y a un gendarme qui rentre, qui me dit « voilà, c'est lui ». L'enquêteur lui raconte alors l'incroyable version que vient de faire son époux. Samantha tombe de haut. La jeune femme ne peut cacher son désarroi en découvrant les détails de son récit. Des détails comme dire le nombre de balles qu'a pris ma mère, dire le nombre de balles qu'avait mon père. Il dit que voilà, il s'est agenouillé devant mon père et qu'il a pris le temps de compter le nombre de balles. Et alors là, en très peu de temps, je suis passée de l'amour à la haine parce que je savais que c'était lui. Je ne pouvais pas fermer les yeux, c'était pas possible. Si les gendarmes ont maintenant la conviction que le gendre de la famille a agi seul, ils ne savent pas encore vraiment ce qu'il s'est passé dans la maison de la famille Bébien ce 30 mai 1995. Éric Bruyas est réinterrogé. Il livre alors une deuxième version. Sa deuxième version, c'est lorsqu'il se présente au domicile de sa belle famille, il tombe sur un individu qui est armé d'une carabine. Donc là, il y a eu une lutte. Il a le dessus, il l'assomme. Il ne sait pas si l'homme s'est évanoui, s'il est mort, s'il n'est pas mort. Il le met dans le coffre de la voiture. Ensuite, il aurait mis en place son système de mise à feu avant d'aller boire un verre au bar. Et Éric Bruyas de continuer son récit. Il me dit, voilà, je vais vous amener là où j'ai jeté l'arme du crime. Bon, c'est vrai que ça soulage. Je vous cache pas que ça soulage. Éric Bruyas précise aussi qu'il a jeté le corps de l'assassin dans le Rhône. Effectivement, lorsque l'on se rend sur les bords du Rhône avec l'intéressé, les plongeurs de la gendarmerie vont trouver l'arme du crime, un briquet qui lui a permis de mettre le feu à la résidence. C'est Éric Bruyas qui amène effectivement les forces de gendarmerie sur le lieu, tendant à démontrer sa bonne foi, tendant à dire « voilà, je ne suis pas l'assassin, vous trompez de cible, je ne suis pas le tueur, je suis le gendre qui veut participer à la vérité judiciaire ». Seulement d'intenses recherches pour trouver le cadavre du soi-disant tueur n'aboutiront pas. Les enquêteurs ne croient pas un mot de cette deuxième version. Ils restent persuadés qu'Éric Bruyas est bien l'auteur du quadruple meurtre de la famille Bébien. Alors pour tenter de le faire parler, les gendarmes abattent une dernière carte et organisent une confrontation avec sa femme, Samantha. Notre espérance, c'était d'essayer d'en savoir un petit peu plus et éventuellement que sous les coups de butoir de Samantha, Éric Bruyas craque en quelque sorte, qu'il avoue finalement. C'est un moment très fort parce que vous avez devant vous une femme qui réagit comme elle doit réagir alors qu'elle est en présence de quelqu'un qui a tué 4 membres de sa famille et de surcroît qui est son mari. On était dans une pièce, moi à un bout du bureau, lui à l'autre bout, avec les gendarmes entre nous quand même. Et la première question que les gendarmes m'ont posée, c'est Madame Bébien, pour vous, qui est l'assassin de vos parents, de votre famille? Et j'ai répondu, pour moi, c'est mon mari. Il n'a eu aucune réaction et les gendarmes l'ont regardé, lui ont dit, que pensez-vous de la réponse de votre femme? Et il a regardé les gendarmes et leur a dit, je pense que ma femme a tort. J'ai explosé. Et il a fallu 3 ou 4 gendarmes pour me retenir sur ma chaise, tellement j'étais en rage. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que je t'accuse? C'est grave! Rien n'y fait. Éric Bruyas, toujours impassible, même avec sa femme, reste dans sa version, dans sa personnalité. Pas une larme, pas un cri, plus au clos. Il finira cette confrontation en lui disant, de toute façon, personne ne saura jamais la vérité. Donc, on en restera là. Malgré l'absence d'aveu, le 16 juin 1995, à 6 h du matin, Éric Bruyas est déféré et présenté devant le juge d'instruction qui le met en examen pour assassinat et destruction par incendie. Reste maintenant à savoir pour quelle raison
il aurait éliminé méthodiquement toute sa belle famille. Je pense qu'il devait croire qu'il devait y avoir des millions à toucher. Mais maximum 1 million de francs à l'époque. Ça fait 150 000 euros, quoi, en gros, maintenant. Donc c'est dérisoire. Tu es assassiné toute sa belle famille pour 150 000 euros. C'est imaginer qu'il allait pouvoir se refaire, entre guillemets, et que, à son petit niveau, cela lui allait permettre de s'acheter une belle voiture, de montrer aux autres que, il avait réussi dans ses affaires. Et je pense que cela lui suffisait. Pour l'avocat d'Éric Bruyas, ce maigre butin est justement la preuve que son client ne peut pas être le coupable. On ne voit pas un seul instant un homme comme Éric Bruyas haussir toute sa belle famille pour un patrimoine qui ne vaut pas grand-chose, qui ne vaut rien. Le mobile ne peut donc pas être seulement l'argent. D'ailleurs, pour le docteur Setlen, qui a effectué l'expertise psychologique d'Éric Bruyas, la raison d'un tel geste est peut-être à chercher ailleurs, au plus profond de son être. Le fond des choses, je crois que c'est la blessure. La blessure qui lui est imposée par cette famille qui réussit ce qu'elle entreprend et pas lui. Dans son fonctionnement, il a une telle faille narcissique, un vide, un gouffre à l'intérieur de lui, que ce qui est essentiel, c'est briller, c'est être apprécié, c'est être aimé, c'est être reconnu, c'est être valorisé. Mais comme il n'y arrive pas, c'est la désescalade, on pourrait dire. Ce qui fait que la famille, objet d'amour certainement au départ, devient très vite un objet de haine. Voici pour le magistrat et les enquêteurs ce qu'Éric Bruyas a fait ce 30 mai 1995. Il a calqué son emploi du temps sur celui de ses victimes. Il rencontre sa belle-mère qui, elle, sort de son travail à l'hôpital. Et puis, il s'invite à boire un café chez elle. Vers 11h, il revient au pavillon, tue Odette Bébien par 3 tirs rapprochés dans la tête. Il se poste dans la cuisine. Vincent ouvre la porte, la referme. Il est abattu de 2 balles dans la tête. Et le 3e coup de feu, il a atteint au thorax. Éric Bruyas aurait ensuite déplacé le corps et nettoyé le couloir pour effacer les traces de sang et ne pas éveiller les soupçons de son beau-père qui doit rentrer d'une minute à l'autre. Le père arrive à 12h15, il subit exactement le même traitement que le fils. Son corps transporté, tiré dans la chambre, le couloir nettoyé. Tout ça parce qu'il sait qu'Aline va arriver en fin de journée. Lorsqu'il a commis ses 3 premiers meurtres, il va tranquillement aller déjeuner chez lui, comme si rien n'était, un bon père de famille. Il est là avec sa femme, alors qu'il a tué les parents de sa femme et son frère déjà. Et avec en tête d'y retourner. Avant 17 ans, il revient dans la maison et il attend Aline qui va rentrer normalement par la porte et il l'assassine directement dans l'entrée. Il la laisse là, par définition, parce qu'il n'y a plus personne assassiné, il n'a pas besoin de traîner le corps ailleurs. Éric Bruyas aurait déversé ensuite 30 litres d'essence dans l'habitation et installé son dispositif de mise à feu à retardement. Il aurait ensuite fermé la porte à double tour, serait passé par une fenêtre à l'arrière de la maison avant de se rendre au bar. Personne n'a noté ses allées et venues. Le 18 octobre 1999, après 4 ans d'incarcération, Éric Bruyas comparaît devant la cour d'assises du Rhône à Lyon. Pour Samantha Bébien, le face-à-face avec le père de ses enfants risque d'être très douloureux. Il y a une très grosse bouffée de haine qui monte en moi. Une envie de
de passer la vitre et de le frapper. L'attente est grande, cette salle d'assises est comble. Dans cette solennité d'une cour d'assises, dans ces moments de vérité de la cour d'assises où il est très difficile de garder ses mensonges, on se dit qu'Éric Bruyas va dire la vérité. Dans la salle, l'émotion est à son comble lorsque Samantha, l'unique survivante de cette famille, vient témoigner à la barre. J'ai pleuré, j'ai ragé et je lui ai dit vendredi, à la fin du jugement, c'est moi qui serai en face des enfants qui devrais leur dire c'est votre père ou c'est pas votre père. Donc dis la vérité. Pour sa défense, Éric Bruyas va alors raconter une histoire incroyable. Une version qui n'a jamais pu être vérifiée, celle d'un règlement de compte de la mafia lyonnaise qui aurait assassiné sa belle famille. Et si Éric Bruyas n'en dit pas plus, c'est qu'il aurait une bonne raison. Il va se défendre avec cette phrase-là, qui restera gravée dans la mémoire de Samantha. Je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Il m'a dit je ne peux pas dire la vérité, parce que sinon vous êtes en danger. J'ai peur pour vous, il pourrait y avoir des représailles. Comme il est d'usage à la fin de l'audience, la présidente donne la parole à l'accusé. Il a simplement bougé la tête pour signifier qu'il n'avait rien à dire de plus et il est parti en détention comme ça, laissant son épouse dans cet abîme d'interrogations et de choses qu'elle ne saura sans doute jamais. Jusqu'à la fin de ma vie, je n'aurai pas de réponse. Puisque même si à l'heure actuelle, il me donnait la vérité, je ne suis pas sûre d'y croire. Parce qu'il a tellement raconté de choses que je ne suis pas certaine d'y croire. Le 22 octobre 1999, Éric Bruyas est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de 22 ans de sûreté. À cette époque, cette condamnation était définitive. Il n'y avait pas d'appel possible contre un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises. Son avocat a demandé la révision de son procès en 2011, une demande qui a été rejetée. Éric Bruyas n'a donc pas été rejugé, mais continue de clamer son innocence.